Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui de mes deux acolytes, Stuart Sabourin ainsi que JP Fortin. Et on a avec nous aujourd'hui l'homme à tout faire ou le journaliste à tout faire à la couverture sportive de tous les sports à Ottawa. Zachary Mercier est avec nous, du quotidien Le Droit plus spécifiquement. Si on veut le mettre dans une case, je pense que c'est là qu'il faut le mettre. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonjour, messieurs. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube au La Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles dans la description d'épisode et on vous invite toujours à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et si vous avez le goût de nous faire une passe à palette, vous avez le goût, vous aimez le contenu, vous aimez qu'est-ce qu'on fait, gênez-vous pas, allez sur labrigadepodcast.ca/merci. Tous les dons sont acceptés et réutilisés pour améliorer le contenu. Puis, si jamais vous ne pouvez pas faire une pause, ben vous avez des commentaires, des suggestions, des idées. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous écoutez l'épisode, puis vous vous dites, Colin, comment ça fait qu'il n'a pas parlé de ça? Puis pourquoi il ne parle jamais de ça? Puis pourquoi il parle tout le temps de ça? Puis vous avez des suggestions. Nous, on fait ça pour vous autres. Hein? L'émission, nous, on a notre idée de ce qu'on veut faire, mais si on n'entend jamais parler de vous autres, ben on pense qu'on est bon puis qu'on est les meilleurs, puis on s'enfle la tête, puis là, ben on sera plus parlable. Fait que gardez-nous sur terre, là, puis laissez-nous savoir vos commentaires. Fait que là, Zachary, écoute, un gars occupé dernièrement, officiellement, un peu partout, que ce soit avec les sénateurs, que ce soit avec le rouge et noir sur les lignes de côté. Écoute, j'ai commencé, les boys, dans une ligue de d'or dans le sous-sol de l'église, puis je suis arrivé, puis Zachary était là, puis il prenait des notes, puis il checkait les line-up, puis tout ça. Je t'ai dit, il est partout. Si vous regardez un événement de sport dans la région d'Ottawa-Gatineau, Zachary est là. Occupé, Zachary? Oui, écoute, je suis un gars de stats. C'est bon, ça. J'aime les stats et tout ça. Que ce soit au dehors, n'importe quel sport, peu importe. Là, fait que, OK, comment tu check-out quand il te reste 172? Ouais, c'est ça, exact. Je suis pas encore rendu là dans mes calculs. Mais ça m'impressionne. Comment finir au dard? Parce qu'il faut toujours que tu finisses avec un double. Fait que les gars, mettons, il leur reste 264, puis dans leur tête, ils sont comme tac, 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 triple 17, 20, puis double 6. Ils ont ça dans leur tête déjà, puis ils sont tous capables de te sortir de même. Ils ont de l'air de rien, là, les joueurs de dame, c'est des génies. Ouais, puis écoute, c'est pas facile là, pour jouer. Tu joues récréativement avec des amis, puis tout ça, puis eux autres, il en manque pas un. Non. Puis écoute, je joue pendant 3-4 heures de temps. Je suis allé à la fête d'un de mes amis, puis j'ai eu de la misère à plier mon bras pendant 2-3 jours après, tellement qu'on a joué. Tu peux plus boire de bière, là. C'est ceux qui disent que c'est pas des athlètes, c'est des athlètes. Écoute, Zachary, ça donne vraiment bien que tu viennes nous voir aujourd'hui parce que écoute, les sénateurs, pour une fois, ont une espèce de pause, ont une espèce de moment un peu plus tranquille. Ils ont eu une semaine assez chargée. Depuis le début de l'année, le calendrier est assez chargé. On fait plein de critiques sur le désavantage numérique, sur ci puis sur ça. Puis à un moment donné, il faut comprendre que l'équipe elle pratique pas ou elle pratique quasiment pas. Même on donne des jours de congé à des gardiens de but. Puis tu sais, là, je pense que s'il y a un moment pour faire un reset, c'est parce que les sénateurs rejouent seulement jeudi. Mais sinon, malgré l'absence de Brady, puis malgré les débuts de saison qui sont toujours un peu corrects en octobre, catastrophiques en novembre, comment tu vois le début de saison des sénateurs jusqu'à maintenant? Où est-ce qu'ils se situent quand même dans le peloton là, de la gang qui se maintiennent proches, que ce soit de troisième de l'Atlantique, des équipes repêchées, sont dans le lot, là? Oui, exact. C'est là qu'ils doivent se tenir parce que pour vrai, avec la blessure de Brady Tkachuk, on dirait que l'objectif c'était tenons-nous un peu dans la course, restons dans la course, trouvons des façons d'aller chercher des points, trouvons des façons d'aller gagner des matchs. Puis c'est ce qu'ils ont quand même réussi à faire. Et évidemment qu'il y a eu des passages à vide, il y a eu un petit peu de remise en question, de rechercher un peu notre fameuse identité. Les joueurs en parlaient souvent, de retrouver un peu cette identité-là sans Brady. C'est notre leader, c'est notre capitaine. Puis là, on semble vraiment le voir. Là. Dans les derniers matchs, on a semblé revoir les sénateurs qui ont trouvé un air d'aller. Le retour de Drake Batterson, qui là, est tout feu, tout flamme avec un duo avec Tim Stützle. On mise beaucoup plus sur des duos que des trios cette année aussi. On interchange différents alliés. Donc, ça permet des fois de mêler un peu les cartes. Quand ça va un peu moins bien, ben là, on a un Zetterlund qu'on peut monter sur différents trios. Bref, on a une bonne profondeur. La profondeur, c'était l'élément que tout le monde parlait depuis le début de la saison aussi, où est-ce qu'on n'a jamais senti les sénateurs avec une aussi bonne profondeur, autant à la ligne bleue qu'à l'attaque. Donc, ça a été un peu ça
ça l'histoire de la saison, mais jusqu'à maintenant, on peut dire que les Sénateurs peuvent être relativement satisfaits. Évidemment qu'il y a des choses qu'on aimerait améliorer, qu'on veut améliorer aussi. Les débuts de match, quelques lacunes défensives devant le filet, ça n'a pas toujours été évident, mais bref, en général, on se retrouve quand même dans le milieu de peloton. On est toujours dans la course. On n'est pas justement dans les bas-fonds. On s'est tenu un peu, comme j'ai dit, dans le milieu, puis c'est positif jusqu'à maintenant. Puis comme tu l'as mentionné, quelques jours de pause va certainement faire du bien parce que les prochaines semaines là, vont être assez exténuantes là, avec 3 matchs sur la route. Par la suite, on revient à domicile pour 4 matchs en 6 jours à domicile. Donc, écoute, ça va rouler. Là. Puis comme tu l'as mentionné, le mois de novembre n'a jamais été aussi important que cette année. Puis, mois de novembre, je regardais le calendrier tantôt. Le mois de novembre, on met ensemble les 2 pires scénarios pour les Sénateurs. Mois de novembre et voyage dans l'Ouest. C'est comme ça que le mois de novembre va se terminer. J'ai dit ici, là, à partir du 20 au 30, là, dans ces 10 jours-là, c'est... Bon, OK, c'est pas des gros clubs, là, Anaheim, San Jose, mais après ça, les Kings, Vegas, Saint-Louis, Dallas... Puis on risque... On pense que c'est à l'Halloween qu'on fait des cauchemars, mais comme on l'a mis sur X, le mois de novembre, c'est le vrai mois où on fait des cauchemars, mais... Faut pas sous-estimer les Kings, pas les Kings, mais les Ducks puis les Sharks. Non, il n'y a personne à prendre à la légère, personne. Chicago aussi a pris vraiment un gros step par en avant. Il y a plusieurs équipes. Moi, en tant que grandi à partir partisan des Sharks de San Jose, donc c'est sûr que j'ai un œil attentif un peu sur les Sharks, mais c'est des jeunes équipes qui semblent se sortir un peu des bas-fonds. Donc pour vrai, ce fameux voyage dans l'Ouest au cours des dernières années où est-ce qu'on disait souvent, écoute, victoire un peu facile face aux Ducks ou aux Sharks, ce n'est plus le cas. Là, vraiment pas. Ça devient de plus en plus compliqué dans l'Ouest du pays. Puis, on parlait... C'est quand même bon malgré l'absence de Brady. On a vu dernièrement que Brady semble vraiment de plus en plus essayer de rester dans l'entourage de l'équipe, de rester présent quand même, de pas juste être sa galerie de presse, mais de descendre, d'aller voir les gars. Je sais pas si tu en as été témoin un peu au Centre Canadian Tire, de le voir avec l'équipe et dans l'environnement, puis quelle espèce de dynamique que ça crée, puis comment est-ce qu'il réussit à continuer à jouer ce rôle de leader-là. Puis j'imagine que les gars voient bien ça, voient ça d'un bon œil qu'ils soient encore là, mais on voit pas ça souvent. D'habitude, ceux qui sont blessés sont pas dans l'environnement, ils voyagent pas avec l'équipe, puis ils restent, ils font leurs affaires. Fait que je trouve que c'est peut-être une bonne idée de Brady, ça montre un leadership, mais je sais pas jusqu'à quel point ça peut être une distraction. Ça, j'ai pas vu encore. Non? OK. Honnêtement, on n'est pas souvent confronté à lui, évidemment, qu'il y a eu sa sortie médiatique où est-ce qu'on a pu lui poser toutes nos questions, évidemment. Mais souvent, il essaie peut-être un peu plus de le cacher. Là. Ils veulent pas qu'on l'achale ou n'importe quoi. Il n'est pas disponible de toute façon pour parler aux médias, mais il est dans l'entourage de l'équipe, évidemment. Puis je pense que ça fait partie un peu de son rôle aussi. Il veut être impliqué. Il a toujours été impliqué émotionnellement. Ouais. Il l'est toujours. Il veut. Il donnerait n'importe quoi pour être sur la patinoire présentement. Donc, c'est un joueur émotif. C'est le leader de cette équipe-là. Donc, qu'il reste dans l'entourage de l'équipe, pour moi, c'est bien parce que oui, on l'a peut-être pas vu dans le passé, mais on n'a pas vu des joueurs comme lui ou des joueurs qui est aussi important, qui apportent un aussi gros élément que lui se blesser. Donc, c'est sûr que quand tu es un joueur de 4e trio, 6, 7e défenseur, peut-être que justement, ça a moins d'impact, mais quand c'est ton leader, ton capitaine, etc. Puis c'est sûr que peut-être que faire quelques voyages sur la route, ça lui permet de rattraper quelques sommeils à la maison avec un petit bébé. Je m'en souviens. Lorsqu'il nous avait rencontré un peu, il avait parlé de son opération. Il dit c'était le fun, une petite sieste de 2 heures. On va en profiter, on va le prendre. Puis je sais que vous, messieurs, vous savez c'est quoi qu'avec des jeunes enfants, des fois, c'est pas toujours facile. Fait que les petites heures de sommeil qu'on peut grappiller ici à gauche et à droite, là, écoute, il le fait présentement, Brady. Donc, moi, je trouve ça très positif qu'il reste impliqué avec l'équipe. Au laquelle sportif, je disais, moi, écoute, quand les enfants étaient jeunes, je cherchais des raisons de me faire opérer. Tu sais, il me semble que j'ai mal, là. Je pense que j'ai l'appendice. J'aurais besoin d'une petite chirurgie. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, puis on va essayer de ne pas faire un épisode trop négatif, parce qu'il y a du négatif, puis on dirait que c'est quelques petites choses qui agacent puis qui sont tannantes, mais que malgré tout, les Sénateurs sont 4-1-2 dans les 7 derniers matchs. Là. Puis là-dessus, il y a 2 victoires par 7 buts, une défaite par 7 buts. Puis écoute, réussissent quand même à se tenir dans la plupart des matchs. Mais un des problèmes que là, à un moment donné, c'était un running gag il y a 2 ans, que les Sénateurs avaient la pire statistique pour le nombre de buts accordés dans les 2 premiers tirs. Là, non seulement c'est dans les premiers tirs, mais c'est dans les premières minutes. Si les Sénateurs accordent le premier but en 3e période, pas pire, on va le prendre, mais c'est dans les premières 5, 6, 7,
8 minutes, c'est 1-0, puis c'est 2-0. C'est tough, là. Puis la statistique dont tu parles, Pascal, là, c'était la saison de Jonas Korpisalo. Puis c'était un but sur le premier ou deuxième tir dans 21 matchs. C'était un record dans une saison. Puis je sais pas si on est loin de ça ou non, mais je pense qu'on a joué 13 matchs environ ou 12 matchs. On a accordé des buts. 13. On a accordé le premier but 11 fois. Dans tous les matchs sauf 2. Ouais. Fait que c'est épouvantable. Parce que c'est une question de minutes, comme tu dis. Là. Au Centre Bell, il faut que tu survives les 10 premières minutes, que tu sois en série ou en saison régulière, parce que la foule, c'est le 7e joueur. Puis, encore une fois, on a croulé sous la pression, puis c'était 2 buts dans les 5 premiers tirs. Puis tu peux pas... Tu fais quoi avec ça? Tu peux pas trouver ton identité, puis tu peux pas rien travailler quand tu reviens de l'arrière. Moi, c'est ce que je pense. Là, parce que tu te fais un plan de match. Tu commences, le plan de match est sur le tableau, le coach parle, blablabla, voici comment on va les jouer, tout ça. C'est 2-0 après 6 minutes. C'est un plan de match-là, il tient plus, là. Il tient plus. C'est une main à poubelle, puis OK, les boys, faut rattraper. Fait que ça vient fatigant émotionnellement. Ça vient, tu sais, t'es tout le temps en train de travailler à rattraper. Fait que, mais... C'est quand même ironique. C'est quand même ironique de penser que malgré ces statistiques-là, qu'on est tout le temps en retard par 1 ou 2 buts, on a la pire défensive, de moyenne de buts alloués par match de la Ligue, et on est quand même en haut de 500. Oui. C'est quand même... Puis on est quand même aussi dans les mêmes positions que Lightning et Tampa Bay, etc. Fait que ça va... C'est le côté positif qu'on voulait parler. C'est ça. Je pense qu'il faut en faire mention, mais on ne faut pas en prendre une habitude parce que on ne t'offrira pas 82 games demain. Non, c'est ça. Puis il y a ça, il y a le désavantage numérique que tu dis à un moment donné, il va falloir réussir à passer les 2 minutes une fois de temps en temps. Puis c'est le genre de choses que je pense qu'ils vont pouvoir commencer à essayer de corriger. Parce que je pense pas qu'ils vont changer la façon. Je pense qu'ils sont commis à dire on va jouer le Diamond, on va jouer ça. On a des gars assez intelligents, assez talentueux, qui sont un paquet d'équipes jouent ce type de désavantage numérique-là, puis ont du succès. Par contre, je pense que, une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, là, pour jouer le Diamond, je pense que ça te prend des joueurs sur le piqué qui ont un très gros hockey IQ. T'sais? Parce que là, c'est pas jouer position, là, c'est pas hey, t'as ta petite zone, tu suis le gars. Là, c'est si lui descend, toi tu montes, mais il faut que tu regardes l'autre, que si lui descend, toi, mais là, pas toi qui monte, l'autre, il faut qu'il descende. Fait que non seulement t'es deux tout le temps qu'il faut qu'ils jouent ensemble, puis ça demande vraiment beaucoup, je pense. Puis est-ce que les gars sur la glace, sans dire qu'ils n'ont pas de hockey IQ, mais est-ce que c'est des gars qui sont dans le top du hockey IQ pour comprendre tout ça, ou parce que moi, je pense que ceux qui les coachent, c'est des coachs qui ont assez d'IQ pour savoir que c'est un système qui est supposé marcher puis qui ont les gars. Moi, je fais confiance que Alfredson, puis Dave Poulin, puis tous ces gars-là, ils ont le mot à dire. Là. Moi, ce que j'aime pas de ce désavantage numérique-là, c'est que on essaie toujours, en désavantage, de laisser la périphérie puis que la rondelle circule en périphérie puis ça reste là. Sauf que le Diamond, il est tellement... maximiser, de protéger l'enclave, que, tu sais, c'est des joueurs de la Ligue nationale, là. Des across à bord en bord du Diamond, là, ça va passer, là. Puis, là, on l'a vu comme Montréal, ça a pris comment ça a passé? Secondes. Ça a fait big 3-4 passes, puis ça s'est ouvert, là. Fait c'est ce que j'aime pas. On est trop passif, là, on essaie de protéger le maximum l'enclave, puis là, on bouge pas, puis on met le bâton, puis on met le bâton là, puis c'est ça. Puis on laisse les gars prendre des tirs de l'enclave, dépasser les cercles, comme à un moment donné, je veux dire, je veux bien blâmer. C'est pas la job du coaching staff, ça, messieurs? Oui. Je veux dire, on comprend, ça fonctionne pas. C'est censé fonctionner, ça fonctionne pas en ce moment. On a peut-être pas les effectifs pour. Et donc, il n'y aurait pas des ajustements qui devraient avoir lieu. On s'est fait exposer contre le Canadien de Montréal. Ça a pris 38 secondes. Là. Je pense que Zachary, il va poser la question à Travis Green sur le désavantage numérique. Je pense que, s'il te plaît, je pense que les journalistes ils aiment ça, ils en parler. Je pense qu'il y en a eu son quota de questions sur le fameux désavantage numérique. Ah oui, mais... Écoute, même quand il la pose pas, c'est lui qui nous dit ça. Ben, vous me posez pas de questions sur le désavantage numérique. Mais je pense que vous avez un peu bien résumé les choses, mais pour jouer le fameux Diamond, là, pour avoir grandi dans le hockey mineur, puis tout ça, je l'ai joué souvent. Là, c'était la façon préconisée un peu par la plupart des entraîneurs, parce que souvent les équipes vont jouer le parapluie en avantage numérique avec le défenseur en haut. C'est la meilleure façon de le contrer lorsqu'on le fait de la bonne façon. Mais c'est des tracks de chemin de fer un peu. Ouais.
Faut pas que les joueurs ils sortent un peu de leur rail. Tous les joueurs sont dans des rails de chemin de fer, mais on doit être rapide. On doit avoir une certaine explosivité pour mettre de la pression rapidement parce que sinon, on laisse les autres équipes manœuvrer. C'est pas beau qu'on les laisse à l'extérieur, mais justement, comme le dit, des fois, il y a des permutations, etc. Les autres équipes bougent beaucoup, bougent la rondelle. Ça, lorsqu'on l'a vu un peu face aux Canadiens, c'était pas nécessairement une passe complètement en cross, mais c'était un mouvement de rondelle très, très rapide. En 3-4 passes, ça s'est retrouvé à Slavkovski à l'embouchure du filet et c'était terminé. Là. C'est justement ça. Il faut trouver un certain équilibre entre jouer agressif puis justement protéger l'enclave. C'est une fine ligne, mais encore une fois, au début de saison, c'est souvent ça qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey, une pluie de buts en début de saison, puis lorsqu'on arrive en deuxième moitié, écoute, les équipes se resserrent. Puis j'avais déjà entendu Guy Boucher parler de ça parce qu'il dit pourquoi vous pensez qu'il y a autant de buts en début de saison? Il dit parce que c'est bien rare que pendant l'été, dans ton entraînement, tu pratiques justement ton désavantage numérique puis ton positionnement en zone défensive quand tu es seul chez vous l'été. C'est normal aussi qu'en début de saison, tout le monde est un peu en ajustement, qu'il y ait une pluie de buts, qu'il y ait différents buts. Écoute, les Sénateurs ont marqué 2 fois 7 buts et le match d'après, ça en a fait marquer 7. Écoute, on voit rarement ça dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est ça justement. On veut plus de buts, plus d'offensives. C'est ce qu'on a présentement. Je pense une période d'ajustement, mais on semble vouloir quand même s'en sortir un peu dernièrement. C'est beaucoup mieux que c'était lors des premiers matchs de la saison où est-ce que ça prenait 30 secondes puis la rondelle était dans notre filet. Et ce que j'aime moins de ce modèle de désavantage numérique-là, puis je ne sais pas si c'est juste les Sénateurs, mais on dirait que c'est peut-être qui est dessus aussi. Puis une des raisons pourquoi que j'aime que Tim Stützle soit sur les désavantages, on est rarement, ou les Sénateurs sont rarement une menace pour couper une passe puis partir en échappée. Ça va prendre vraiment une erreur parce que j'ai l'impression que les équipes, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de jouer la rondelle puis de se la passer à la ligne bleue parce qu'il n'y a jamais quelqu'un d'assez haut pour aller justement couper cette passe-là. Puis je pense qu'une des bonnes façons d'avoir un désavantage numérique efficace, c'est d'être une menace pour te dire que l'autre équipe sente que, écoute, il ne faut pas perdre la puck parce que lui, il est parti. Là. Puis on n'avait personne vraiment, tu sais, Pinto peut-être un peu, tu sais, qui s'en tire en désavantage, mais c'est pas mal juste lui. Mais, pour encore une fois, passer du négatif peut-être au positif, l'avantage numérique, l'avantage numérique, on dirait qu'il est ordinaire, puis à un moment donné, un match, il est 4-5. Puis là, parce qu'ils sont 7e dans la Ligue, là, sont dans les bons avantages numériques de la Ligue, mais il y a des matchs au complet que tu dis, voyons, un 4 contre 3 de 2 minutes en overtime, pas capable de marquer, puis il y a des matchs au complet où c'est pitoyable. Mais à un moment donné, un match, tout marche, tout fonctionne. Je pense que c'est contre Boston qui en ont fait 4 ou 5 Fait que c'est comme tu dis, je pense que tout est en train de se placer, de s'évaluer. Puis je rappelle encore que je pense que à partir de jeudi, on risque de voir une équipe un peu différente, peut-être un peu plus à la coche. Mais vous aimez ça, vous autres, Tim, je te dis là, des avantages numériques? Je comprends un peu l'aspect c'est juste pour ça. Sur Hockey IQ, évidemment. Oui, évidemment. La seule chose que j'ai peur, c'est que les fameuses blessures, les fameux tirs bloqués, on l'a vu bloquer certains tirs. Écoute, on dirait que c'est un risque à prendre quand même. Évidemment que je comprends tout à fait la décision parce que s'il y a bien un joueur qui a assez d'intelligence du jeu puis tout ça, puis assez de sens d'anticipation pour faire ça en désavantage numérique, c'est lui. Mais on dirait que déjà que tu as perdu un Brady Tkachuk, s'il devait bloquer un tir et rater plusieurs semaines de jeu, écoute, ça va faire très mal si tu te retrouves sans tes 2 meilleurs attaquants pour une longue période, là, assurément. Moi, Zach, je pense que la seule raison pour que Tim Stützle est en désavantage numérique présentement, c'est parce qu'il est meneur au chapitre des mises en jeu. Ah, peut-être. C'est probablement sa force. C'est pas pourquoi que Travis Green l'utilise à bonne essence de l'utiliser en désavantage numérique pour gagner des mises en jeu. Je pense que c'est la raison pourquoi. Si moindrement, c'est mon opinion, je pense que Tim Stützle aurait des statistiques coup-ci, coup-ça aux mises en jeu, je pense qu'il y aura un autre joueur présentement qui a Tim Stützle des avantages. On se demandait aussi pourquoi Pinto ne jouait pas tant que ça en avantage numérique l'an passé, puis il avait dit ben non, mais c'est parce que là, quand les gars vont débarquer, ça me prend un centre fiable, puis tout ça, fait que c'est Pinto puis c'est tout là qui se partage pas mal la part du travail en désavantage au centre. Parce que là, tu as Tim qui joue déjà beaucoup de minutes, qui joue sur tous les avantages numériques une bonne minute et quart, puis là, tu le fais jouer à des avantages. Ça commence à être beaucoup, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage d'être un joueur complet qui est en train de démontrer. C'est incroyable, là, ces statistiques au niveau des mises en jeu, là, c'est fou, là, comme mais c'est de prendre ta plus grosse faiblesse puis en faire une grosse force. À quel point on donne du crédit à Claude Giroux là-dessus, le grand-papa Giroux.
ça n'a pas le choix d'avoir je ne sais pas, moi. C'est pas la première saison que Claude est avec l'équipe. Non, je sais. C'est pas la première saison ça que prend Tim pas vite vient de même non lui. plus. Là. Je le sais. Long, il y a comme eu une espèce de déclic. Là. On a passé de 28% à 71%. Là. C'est le tape. D'après moi, c'est le tape. Vu qu'il a changé son tape. Peut-être bien. Ça fait toute la Puis, différence. je vous pose une question. Ça vous rassure-tu, mais ça... Est-ce que ça vous surprend un peu que les performances à Tim Stutzla, parce qu'on se cachera pas qu'il joue de l'excellent hockey, là, il est dans le positif, il a 1 point par match, meneur au chapitre des mises en jeu, tu vois qu'il a pris un step dans sa game pour combler un peu le manque à Brady Tkachuk. Est-ce que ça vous surprend? Moi, dans mon cas, honnêtement, quand j'ai vu la blessure de Brady Tkachuk, j'étais le premier à penser que Tim Stutzla allait s'effacer, puis on allait plus le voir. Mais il m'a surpris. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes-tu surpris de ça? Vous attendiez à ça? Je pense qu'il a pris un step, effectivement. Puis de là revient l'idée des duos. Parce que lui, il a pas mal toujours été avec Brady. Hein? Fait que je pense que l'inquiétude était très légitime de dire, il perd non seulement son capitaine, probablement son meilleur ami, puis son compagnon de duo. Fait que je pense que c'est rassurant de voir que non, au début, quand c'est arrivé au début, par contre, on voyait qu'il essayait peut-être de trop en faire. Puis on voyait qu'il n'arrachait peut-être un peu, puis qu'il était frustré, puis qu'il était, fait que, mais de plus en plus, écoute, je pense que dans les 3-4 derniers matchs, il est dominant, là. Il est sans nécessairement marquer des tonnes de buts. Il fait des séquences sur la glace comme on s'attend le Timmy Superstar qu'on appelle, tu sais, comme on s'attend qu'il devienne. Fait que c'est une maudite bonne nouvelle, en tout cas. Je pense on s'est tous dit, on va voir qui est Tim Stutzla. Je pense qu'on n'avait pas nécessairement d'attente. Puis ta question est super bonne, JP. Je le sais pas. On savait pas. Est-ce qu'il va s'effacer ou est-ce qu'il va être dominant? Puis c'est souvent le meilleur joueur sur la glace chez les Sénateurs, même s'il compte pas autant de buts même que les matchs où Shane Pinto en comptait 6 dans 6 matchs, puis c'est le meilleur. Il joue partout, il est sur toutes les sauces, toutes les facettes. Il n'y a rien qui fait nécessairement, il n'y a comme pas nécessairement de faille dans son jeu. Puis tu sais, tantôt ta question de penalty kill, pourquoi c'est lui? Moi, je trouve pas ça normal. Un peu au même titre que Zach, je trouve qu'il y a des risques de blessure, mais en même temps, c'est ton meilleur. Fait que t'as comme pas vraiment le choix de le mettre là, tu sais. Même tu cours le risque, mais c'est phénoménal là, ce qu'il fait là, depuis la perte de Brady Tkachuk. Là. Vous l'avez vu un peu, comme que Pascal a dit, la frustration au début était palpable. Sincèrement, il s'en est mis beaucoup sur les épaules. Puis ça paraissait parce qu'à chaque fois qu'il ratait des opportunités, ça, c'est le vieux Timmy, ça. On sentait vraiment quand il est comme ça, il est pas là. Langage corporel un peu. Exactement, des signes d'un jeune joueur, un peu peut-être à certains points un signe d'immaturité, mais on l'a senti vraiment dans les dernières semaines qu'il n'y a pas eu un certain lâcher-prise, mais on dirait qu'il a réussi à se parler, réussi à retrouver un peu sa confiance, retrouver ses esprits, à se dire il faut pas que j'essaie de changer le joueur que je suis, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Puis la complicité qu'il a développée avec Drake Batherson, écoute, ça pourrait ouvrir tellement d'opportunités par la suite pour le retour de Brady Tkachuk, qui sont capables de former plusieurs duos. Peut-être que Brady, on va vouloir le jumeler avec quelqu'un d'autre, avec un Dylan Cousins peut-être, avec un Shane Pinto. Est-ce qu'on va vouloir laisser ces deux gars-là ensemble? Est-ce qu'on va vouloir les jumeler avec un Batherson? Bref, ça ouvre plusieurs portes. Puis quand on a un Tim Stutzla à pleine confiance de cette façon-là, et il tire beaucoup plus souvent. Il y a une moyenne d'au-dessus de 3 tirs par match. L'an dernier, c'était un peu plus que 1. Donc, c'est vraiment une plus grosse moyenne qui permet... On sait qu'il y avait un bon tir. Il l'a toujours su, mais on dirait qu'il était gêné de s'en utiliser parce qu'il y avait le syndrome de Johnny qui disait « Ouais, Johnny est mieux placé que moi. Johnny, on dirait qu'il voulait tellement le donner à tout le monde que, écoute, finalement, il oubliait un peu de faire confiance à son tir. Puis maintenant, les équipes doivent de plus en plus respecter son lancer, surtout dans des situations 2 contre 1, etc. Puis il est capable de marquer, on l'a vu face aux Canadiens de Montréal, une superbe feinte, un peu fini ça du revers, merci, bonsoir. Donc, ça a été un peu ça. Lorsqu'il est en confiance, lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, c'est assurément l'un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Et présentement, il démontre pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Bonne transition avec le match sur les Canadiens de Montréal. Stu Sabourin était là, mais avant qu'on en parle, je vous parlerai rapidement de notre partenaire de cette semaine, Planet Hoster. Vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, podcast ou compte de réseaux sociaux pour partager cette passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Stu, tu étais comme disait Jean Perron, dans l'enfer du mal, en plein Centre Bell, un samedi soir. Quelle horreur!
Quelle horreur. Comment tu fais? Oui, tout à fait. Il y a une... je sais pas si vous êtes des fans de films, messieurs. Oui. Mais Psycho. En 2011... Hein? Non, en 2011, il y a un Psycho. film qui s'appelle Batman The Dark Knight qui est sorti. OK. Et dans le film, il y a le vilain Bane. Oui, oui, oui. Bane, il dit à Batman, il dit, toi, tu penses que tu as adopté la noirceur? Il dit, moi, je suis né dedans. Je l'ai adopté. Et c'est comme ça que je me sens à chaque fois que je vais au Centre Bell. Donc, c'est un samedi soir comme les autres. Mais c'est toujours c'était plaisant profond, ça. et en même temps, c'est toujours très agréable. Mais on a vu que tu t'es fait des amis là-bas. On t'a vu faire des petits high-fives Oui. avec du monde puis tout ça. Tout à Puis, fait. il y a Tout à fait. Il y a Tout quand à même fait. une présence là, des fans des sénateurs au Centre Bell. Oui, ils se font très rares, pour être honnête. Mais oui, il y en a toujours quelques-uns. Mais ils se font très rares. Hein. Je me fais, pour chaque fan que je vois, puis je donne un fist pump, il y en a une quinzaine autour de moi qui m'achalent. Puis ce qui me fait toujours rire, c'est que quand Ottawa compte, évidemment, je me lève, je fais mon show, puis je suis fatigant, puis il n'y en a pas un qui me regarde, mais il me déteste. Mais quand Montréal compte, tout le monde se retourne, puis m'écoeure, puis écoute, c'est sûr qu'ils ne nous écoutent pas, mais si jamais il y avait un fan à ma gauche, à chaque fois que Montréal a compté, il s'est retourné vers moi, il a regardé ma blonde, puis il a dit, ton chum, dis qu'il ferme sa crise de gueule, puis quand Montréal a compté... Il y a un autre monsieur qui a sorti un casque de hockey en dessous de son banc, puis il a commencé à me frapper sur la tête, mais pas fort, mais en niaisant. Écoute, c'était quelque chose. Damn! Ouais. Zachary, t'étais-tu là à sa galerie de presse? T'es-tu capable d'aller à ces matchs-là? Non? J'étais allé au dernier match préparatoire au Centre Bell. Manque de place là-bas à la galerie de presse. Canadien sénateur. Non, écoute, j'ai toujours... Si je fais une demande, je peux avoir ma place. Mais c'est plein, là. L'an dernier, j'étais allé... Fait que, écoute, dans sa galerie de presse, c'est quand même assez gros, sincèrement. Là, il y a toujours de la place de libre. Pour vrai, là, que ça arrive souvent qu'il y a plein de bancs de libre à côté de moi. Pendant que je regarde les matchs au Centre Bell. Même ça avait été la même chose l'an dernier en saison au retour de la pause des qualifications. Donc, oui, c'est sûr que cette année, on aimerait ça faire ces genres de matchs-là. On dirait qu'en début de saison, à ce moment-ci de l'année, avec tout ce qui se passe dans la capitale nationale au niveau des sports, c'est un peu plus difficile de se déplacer samedi, mais c'est sûr qu'il y a différents duels cette année qu'on a encerclés sur notre calendrier puis qu'on aimerait bien aller pouvoir couvrir en personne parce que, comme vous l'avez dit, là, c'est quelque chose, une expérience d'aller voir le Canadien jouer au Centre Bell, surtout face aux Sénateurs, parce que pour moi, présentement, c'est la rivalité dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on sent avec l'animosité, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces deux formations-là. Puis c'est vraiment le fun à voir parce qu'on sent l'ambiance, mais c'est toujours spécial. Puis ce match-là avait une importance. Ça avait été hypé par les médias de Montréal. Exactement. Évidemment, mais il y avait quand même quelque chose parce que le Canadien était sur une bonne séquence. Les Sénateurs, c'est un match crucial pour eux aussi, qui veulent un peu revenir puis continuer de rester dans cette course-là, rester dans le portrait. Donc, pour moi, ça a été un très bon match de hockey. Je l'ai écouté avec ma belle famille à la maison, qui sont tous des partisans des Canadiens. Donc, écoute, je me faisais des fois l'avocat du diable lorsque j'entendais des commentaires un peu trop partisans ou est-ce que j'étais en train de tempérer les choses des fois. J'étais l'avocat du diable, véritablement, la personne neutre un peu dans tout ça. Là. Fait que, écoute, moi, j'étais partisan des Sharks. C'est ça. OK, c'est correct. Mais tu dis que c'était un très bon match. Moi, j'ai trouvé que c'était un match limite plate à certains moments. Ça a brassé un peu au début. Le Canadien a pris les devants. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on parle de l'acquisition de McDermott. L'acquisition, je pense que tout le monde est d'accord. C'est son utilisation, des fois, qu'on se pose des questions. Le monsieur qui a 6 matchs déjà de jouer, ou si c'est pas... Il y a 6 matchs, je pense, puis il est moins 3, puis il y a une moyenne de 4 minutes. Tu dis... Mais c'est exactement pour ce genre de soirée-là, à Montréal, qui sont allés le chercher. On a vu... Ça s'est mis à brasser. On savait que Cousins, quelqu'un allait à un moment donné. Puis c'est drôle parce qu'Alex Picard était ici la semaine passée, puis il nous avait dit Cousins, écoute, lui a joué contre, puis il dit c'est un joueur détestable. Puis non, détestable, entre autres, parce que il répond jamais à ce qu'il fait. T'sais, il dit quand tu es un joueur qui joue de cette façon-là, attends-toi à ce que tu aies besoin de répondre, puis lui, il répond jamais. Fait que je m'attendais à ce qu'il fasse qu'il se cache, qu'il fasse la poule, tu sais, qui toute la soirée. Puis finalement, il a répondu. Il a répondu. Il a pris un gars plus grand, plus gros que lui. Il a droppé les gants. Il est allé. Selon BPM Sport, semble-t-il que Cousin est allé chercher Gallagher puis Carrier avant d'accepter l'invitation à Super Bowl. Ah oui, mais... Je sais pas si c'est vrai, là. Ah ouais, mais... ouais. Comme s'il essaie de chercher un client plus facile, là, avant de... Il y a aussi du monde qui a dit que Jacky est allé voir McDermott pour l'inviter, puis que McDermott a dit non.
Le monde disait, t'as-tu vu la même chose que nous autres? Je pense que c'était Fan TV qui a dit ça en plus que quelqu'un. Mais ce que j'ai aimé, c'est que oui, ça a brassé. Puis un coup que ça a été réglé, puis un coup que Cleven a réglé un compte aussi, ça s'est calmé. Puis les Sénateurs ont réussi à jouer leur match sur la route tranquille, à endormir limite le Canadien. Écoute, ils ont eu 15 tirs. Ils ont gardé ça tranquille. Puis, je ne sais pas à quel point où est-ce que, justement, Tim Stützle a eu la paix tout le match. Il a eu la paix toute la game. Là. Parce que normalement, à Montréal, c'est lui qui se fait huer. C'est lui qui se fait, qui est la cible. C'est lui que Gallagher veut prendre. Puis en plus, avant de marquer son but spectaculaire, il ramasse Gallagher. Je ne sais pas si vous avez regardé la reprise, là, mais c'était clairement de l'interférence sur Gallagher. Là. Gallagher s'était débarrassé de la rondelle. Il a sauté d'en face 3 secondes après. Là. Il aurait pu être puni pour interférence. Puis après ça, il est allé marquer son but. Mais je pense que ça a quand même calmé le jeu plutôt que de faire le contraire, d'escalader comme tous les autres matchs. 4-1-1 l'affiche des Sénateurs avec McDermott dans la formation. Donc, des fois... Boum! Non, mais des Qui est fois, moins 3! Évidemment qu'on peut faire 10 on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, évidemment. Là. Il a joué 2 minutes. C'est pas à cause de lui que les Sénateurs se sont rendus en période de prolongation. Là. On va s'entendre. Mais ça demeure que l'aspect intimidation... Ça a sa place encore. Un peu du jeu. Il est là. Exactement. Il est là, puis ça laisse plus sa place que jamais, sincèrement. On a senti que peut-être dans les 10 dernières années, on a senti un certain redout, ça a rebaissé où est-ce qu'on avait de moins en moins. C'est même pas toutes les équipes qui avaient un joueur qui était capable véritablement de se défendre. Mais là, on sent que dans les 2 dernières années, peut-être, là, on a senti un regain que là, chaque équipe, un peu avec les Matt Rempe, les Mathieu Olivier. Écoute, Mathieu Olivier a signé un contrat de 6 ans, là. Écoute, c'est qui le prochain joueur un peu de ce type-là? Évidemment qu'il a marqué 18 buts, ça aide. Mais ça, je suis peut-être pour dire, Mathieu Olivier, c'est plus jouer du hockey. Là. Exactement, mais ça te prend un peu un mélange des deux, parce que McDermott, c'est pas pour son coup de patin chic, parce que sincèrement, écoute, ses croisements, c'est pas les plus chics, mais il apporte quand même quelque chose, puis il connaît son rôle, puis de tous les mots qu'on entend à l'interne, c'est à quel point c'est un bon coéquipier, puis à quel point il comprend la game, il comprend son rôle. C'est pas un genre de joueur qui va demander pour plus de temps de glace, et ci et ça. Moi, j'avais entendu justement dans mes années où est-ce que je faisais certains stages ici et là, dans le temps avec les Sénateurs, dans les petits murmures, que comme quoi Chris Neal demandait d'être sur l'avantage, demandait pourquoi il n'était pas sur l'avantage numérique à certains points dans sa carrière. Donc, écoute, je pense qu'on n'en est pas là avec McDermott. Évidemment, Chris Neal avait plus de talent de hockeyeur que McDermott, mais quand même, je crois qu'il est là pour une raison. C'est une bonne transaction. Écoute, on salue Zach McEwen qui, justement, a fait des fiers services, un ancien des Olympiques des Gatineau en plus ici, fier représentant de la région, mais McDermott dans une classe à part lorsqu'il vient le temps de jeter les gants, le volet intimidation. Écoute, il fait partie de l'élite de la Ligue nationale. My God, il voulait du sang là, ce soir-là. J'étais chez nous que j'avais peur. Là. Je me disais, man, je veux pas tomber face à face avec ce gars-là. En personne, là, il est encore plus gros. Sincèrement, là, on a la chance de le voir dans le vestiaire. Là, c'est toute une pièce d'homme. Je te dirais que du haut de mes 5 pieds 7, je me tiens tranquille. Mais moi, je vais être un peu l'avocat du diable. Je suis encore un peu sur mon appétit par rapport à ce gars-là. Parce que son premier combat, son seul combat date qu'il a eu, c'est contre Curtis Douglas. Il a perdu l'équilibre, ça a pris le temps à le dire. Fait que, ouais, mais va sur hockeyfights.com. Ouais. Tu vas te gâter. Ça, je vais me gâter. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pensais pas que ce joueur-là allait être dans l'alignement pour présentement là, à la moitié des matchs. Ouais. Je pensais qu'on allait être sélectif. Comme hier, contre le match que les Canadiens, ça avait raison d'être, qu'il soit là, qu'il joue. Des équipes qui n'ont aucun genre de jack-eye dans la formation, pourquoi ils jouent? Pourquoi tu le mets dans la formation? Tant qu'à ça, Abbey Spence joue en 7, parce que c'est probablement ça que tu joues déjà. Ouais. En jouant 2 minutes, ça fait que... Mais les défenseurs ne veulent pas jouer en 7. Les défenseurs veulent pas. C'est pas l'idéal, mais je veux dire... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est tant qu'à ça. Tant qu'à ça. Mais ça fait-tu si mal que ça, perdre? Ça fait-tu mal à l'équipe de perdre un jeu, de jouer à 11? Ou ça te permet peut-être de rouler plus tes trios? C'est le pire joueur que j'ai vu dans toute ma vie. Je sais, mais je veux dire... Non, mais s'il joue je veux 2 minutes... pas jouer l'avocat du diable. Un des problèmes, s'il joue 2 minutes, c'est que t'as 11 gars pour combler les minutes qui restent. C'est si grave que ça. Il manque ton capitaine. Fait que oui, c'est si grave que ça. Je veux dire, c'est un... Écoute, puis ce que je dis là, je ne vraiment pas. McDermott a la mobilité de mon grand-père qui est mort en 1988. J'ai jamais... T'as pas dit ta grand-mère.
Ouais, ben ma pauvre grand-mère est encore. Elle est mobile, sa grand-mère. Elle est mobile. C'est sensible. Oui. Qu'est-ce que tu insinues, Pascal, là? Honnêtement, pour l'amour du sport, pour l'amour du hockey, je trouve ça honteux que les Sénateurs d'Ottawa mettent ce joueur sur la glace. Je ne comprends pas. Je comprends l'aspect intimidation, je sais pas quoi. La meilleure façon de répondre à ça, c'est de scorer plus de buts que l'autre équipe. Puis on est tellement pas ça, c'est la façon Jacques Martin, ça. Qu'on met ce gars-là sur la place. Ben, je n'aime pas ça. Je trouve ça honteux. Je l'ai vu dans le warm-up. Puis je rigole pas, je l'ai vu dans le warm-up. Il a de la misère à patiner. Je ne comprends pas plusieurs décisions que les Sénateurs d'Ottawa ont. Je ne vois pas comment McDermott a sa place sur l'équipe. Je ne vois pas comment Nick Cousins a sa place sur l'équipe. Puis je trouve que ça nous donne une identité de on n'est pas capable de jouer au hockey, fait qu'on va essayer de répondre par un facteur intimidation. Il y a eu une bagarre anyway sur la glace, puis c'était Nick Cousins qui a dû répondre de ses actions. Je ne sais pas trop c'est quoi qui amène sur la glace. Puis quand il veut se battre avec les autres, ben il se bat pas. Personne a touché à Timmy de la soirée. Personne. Il y a eu la paix toute la soirée. Moi, je préfère avoir Jordan Spence dans le line-up puis un jeune qui va prendre la place se fasse écœuré par Gallagher toute la veillée parce qu'il n'a pas peur de personne. En tout cas, moi je pense que ça a sa place encore. Je pense que c'est encore sa place. Mais je suis d'accord avec JP que c'est trop. Quand il va avoir joué 20 matchs dans l'année, merci, bonsoir. Puis tu ne joueras pas des playoffs. C'est fini. Le scénario idéal, c'est ton scénario, là, c'est tout. Là, c'est vraiment ton scénario. Ou est-ce que dans un monde idéal de hockey, pour beaucoup de gens, ce serait exactement ça? Ouais. Tu mets tes meilleurs joueurs qui sont capables de t'amener le plus de chances de marquer des buts puis de gagner dans la formation. Mais la réalité, c'est que c'est pas nécessairement ça. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, là, ça dépend de quel côté vous vous rangez, parce qu'il y a autant des partisans d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a autant de raisons de pencher d'un côté comme de l'autre en disant « écoute, on habille ce genre de joueurs-là, puis on gagne des matchs ». Puis quand il n'est pas nécessairement dans la formation, des fois, on va se faire bardasser, on n'aura pas les armes pour répondre. Je pense que c'est un peu ça aussi. Mais effectivement, on ne fera pas de cachette que Jordan Spence c'est ça, là. Et tous les joueurs, Olé Lixel, Arthur Kaliev et les différents joueurs, même s'ils ne sont pas nécessairement avec la formation des Sénateurs, sont des meilleurs joueurs de hockey lorsqu'on parle simplement de pur talent. Mais lorsqu'on vient au facteur un peu externe, écoute, on n'a pas le choix de pencher un peu du côté de McDermott, même s'il n'a pas eu l'occasion de se battre 1 million de fois, mais ça parle aussi beaucoup. Il n'a pas eu besoin. Il ne s'est pas battu, pas nécessairement eu besoin dans certaines situations. Donc, pas parce qu'il voulait pas. S'il avait dû se battre 2-3 fois par match, on se serait posé des questions parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'événements sur la patinoire. Donc, c'est un dossier qui est, comme j'ai dit, qui fait jaser. Puis on s'en était même parlé aussi dans un de mes premiers passages, les fameuses bagarres, les au hockey. Je m'en souviens, ça fait au moins 1 an là, de tout ça. Puis on est encore dans le même sujet. Puis il est encore plus ravivé que jamais. Donc, je pense que c'est un éternel débat dans la Ligue nationale de hockey. Je pense juste que l'échantillon est comme trop petit encore pour dire l'effet McDermott, quand il est là, on gagne. Non, ça n'a pas rapport. C'est pas que quand il est là, on gagne. Je pense que dans ce genre de match-là, ça te permet de calmer tout le monde autour. C'est ça. Puis ça ne va pas dégénérer. Ça dégénère souvent avec les Sens. Là. Contre la Floride, on s'est ramassé. Tout le monde sur la glace en punition. Contre Montréal, ça dégénère. Peut-être que ça va juste permettre justement de jouer au hockey. Je suis d'accord avec Pascal. Pour des occasions spéciales, habille-le. Ouais. De le considérer comme un joueur régulier de ton 12 partants, ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Non, on est tous d'accord là-dessus. Surtout quand il te manque ton capitaine. Là, je veux dire, là c'est 2 spots quasiment qui sont pris pour... Tu perds Brady, puis là, tu as McDermott en plus sur la glace. Puis bien, franchement, je comprends. Je pense que le point où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est très tranquille depuis qu'il est là. Ouais. Puis ça, je suis d'accord pour dire que c'est l'effet McDermott. Effectivement. Ça, je suis d'accord avec vous autres. Pour ce qui est de l'aspect, il nous aide à gagner des matchs. Non. Je suis pas d'accord là. Non. Puis tu parlais de Zachary Jordan Spence. As-tu une théorie, as-tu une idée du pourquoi on lui préfère souvent Martin Palo, on lui préfère... Est-ce que c'est vraiment une question de grosseur? Je veux même pas une théorie, je veux une réponse. Parce que, tu sais, puis je vais amener ça un peu en... On a eu une discussion... après le match du Canadien, où on se disait, OK, on comparait un peu, Fortin comparait un peu où sont les Canadiens présentement, les Sénateurs. Les Canadiens ont une équipe excitante, jeune, rapide, vraiment rapide, puis les Sénateurs ont été un peu ça dans les années passées, où ce qui était plus excitant, rapide, marquait beaucoup de buts, mais n'avait pas le côté défensif pour backer ça, puis ça faisait qu'ils finissaient dans les derniers. On quand même maturé, puis aujourd'hui, ils sont rendus à un stade où s'ils ne jouent pas d'une façon très... méthodique, ce que Travis Green a réussi à apporter l'année passée avec une façon de jouer où, un peu comme ils ont fait
contre le Canadien, on attend nos chances, on attend nos opportunités, on joue en groupe de 5, on a notre top 4 qui est quand même solide. Cette année, c'est un peu plus dur, mais par contre, c'est plus nécessairement des sénateurs ultra excitants. Il faut attendre l'avantage numérique pour voir ça ressortir des fois. Puis où on pointait le doigt, c'était sur la défensive qui est correcte. La défensive, là, le top 4, oui, on a Sanderson qui est excellent. Puis après ça, tu tombes à Zub qui est correct pour être avec Sanderson. Chabot, avec Spence, ça a été mieux, mais avec Jensen a été mieux, mais Jensen, cette année, c'est plus dur. On dirait qu'on n'a pas cette première passe-là de façon régulière qu'on aurait besoin pour relancer l'attaque. Puis c'est justement ce que probablement Jordan Spence pourrait apporter à l'équipe. Fait que des fois, c'est pas Martin Palo qui va l'apporter, c'est pas Cleven, c'est pas à quel point on se pose la question, est-ce que Jensen est revenu trop vite et est à 100%, est meilleur qu'un Spence? Puis en passant, là, Spence puis Jensen, je vous l'avertis, je vais les mélanger jusqu'à la fin de mes jours. Fait que, acceptez ça, là. Je vais dire Spence, puis je vais dire Jensen, puis et vice-versa. Écoute, il n'y a pas de théorie, c'est juste que c'est un peu étrange quand même la situation parce que tu te dis... Ils sont allés chercher. C'est quand même aller chercher ce défenseur-là exactement au repêchage. On a donné des choix de repêchage pour aller chercher, puis il est parti un peu de Los Angeles parce que, justement, il voulait un plus grand rôle, un rôle de régulier, un rôle plus important. Finalement, c'est tout le contraire qui lui arrive, là, finalement. Donc, c'est un peu... Je trouve ça dommage pour le joueur, évidemment, que j'ai eu la chance de voir jouer dans la LHMQ, surtout en fin de carrière avec les Foreurs de Val-d'Or. Sincèrement, tout un joueur de hockey. C'était un des meilleurs joueurs de hockey junior que j'ai vu dans les dernières années. Puis ça reste un excellent joueur, un excellent défenseur, tellement mobile, qui peut apporter quelque chose que, justement... tu parlais de Martin Palo, c'est deux joueurs complètement opposés. Tout ce qu'un apporte, l'autre ne l'apporte pas, là, puis vice-versa. Donc, c'est complètement deux opposés. Donc, on dirait que pour moi, la bataille, c'est plus ou moins entre ces deux gars-là. On dirait que c'est plus avec Jensen, puis je pense que vous allez être d'accord un peu avec ça, ou est-ce qu'il pourrait peut-être se glisser là. Mais encore une fois, c'est toute une question de fit dans l'alignement. Est-ce que finalement, Jordan Spence était le joueur que les Sénateurs avaient besoin en termes de fit dans la formation de son profil de joueur? Est-ce que ça l'était? Est-ce que ça l'est encore? Est-ce que les Sénateurs ont véritablement besoin de lui? Parce que ça demeure un bon défenseur. Il a prouvé qu'il était capable. Mais écoute, on semble vouloir jongler un peu avec les choses. Présentement, on est chanceux parce qu'on n'a pas eu de blessure à la ligne bleue jusqu'à maintenant. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les dernières saisons. Donc, une fois qu'on va avoir des blessures, peut-être que là, ça va tout chambarder. On n'en souhaite pas, évidemment. Là, on a perdu Sebrango aussi au balotage, qui limite aussi des options à gauche, parce que c'est bien rare qu'une formation a plus de profondeur à droite qu'à gauche. Donc, chez les Sénateurs, on s'en plaidera certainement pas. Mais là, on se retrouve dans un certain malheureux problème là, présentement. Donc, j'ai pas nécessairement de théorie. On dirait que c'est étrange. Je ne sais pas de quelle façon aller parce qu'on fait une petite erreur et se retrouve dans les gradins pour quelques matchs. On le ramène. On ne s'est pas donné une véritable chance. Autant d'aller peut-être au niveau conservateur. C'est peut-être un peu dans le style de coaching aussi de Travis Green, comme vous l'avez mentionné un peu, où est-ce que on est plus solide, on tente un peu plus hermétiquement de jouer les défensives, etc. Mais peut-être que Jordan Spence ne fit tout simplement pas dans cette philosophie-là, mais demeure quand même un atout important. Puis moi, je pense qu'une fois qu'il va avoir finalement son air d'aller, pourrait être un défenseur très important. Puis écoute, est-ce qu'on va décider de donner quelques soirées de congé à Nick Jensen? Parce que pour moi, il n'est pas le Nick Jensen qu'on a vu depuis son arrivée. Ça a été la même chose durant les matchs préparatoires. Lorsque je l'ai vu jouer à Montréal, j'étais comme... Il n'était pas supposé jouer les matchs préparatoires. Il n'était pas supposé revenir vite comme ça. Là. Non. Il est quasiment un mois d'avance. C'est une énorme blessure. Oui. Oh oui. C'est une énorme blessure qu'il a subi, une énorme opération. Il y a certains joueurs qui peuvent... Un resurfaçage, ça ne marche pas tout le temps. Après ce genre de... Exactement. Donc, est-ce qu'on peut être patient? Est-ce qu'on va décider finalement de le reposer à quelques occasions? C'est pas nécessairement une punition pour lui. C'est simplement de économiser son corps pour que justement soit prêt puis soit capable d'être à 100% d'ici la fin de la saison lorsqu'on va véritablement avoir besoin du Nick Jensen comme on l'a vu dans les dernières années. Parce que pour moi, l'an dernier, ça avait été assurément l'un des meilleurs défenseurs des Sénateurs d'Ottawa. Ça a été une très belle acquisition, une très belle surprise pour les Sénateurs. Ça a été ça l'a ressuscité Thomas Chabot l'an passé. Si on se retourne un peu du côté positif, on parlait rapidement au début de Batherson qui il a été nommé deuxième étoile dans la Ligue nationale cette semaine, entouré d'Ostal et de Kourachev. Mais Batherson, qui, malgré, comme on disait, tout ce qui a manqué, le premier pointeur des Sénateurs. Par contre, quand j'ai vu en période supplémentaire contre le Canadien, quand j'ai vu que et Batherson et Chabot étaient sur la glace en même temps,
Moi, ça fait longtemps que c'est l'année passée, j'étais dans un match contre Boston en prolongation, puis et Chabot et Batherson ont fait 6 erreurs à l'eux deux, je pense, pendant l'overtime. J'ai dit, je ne veux plus jamais voir ni un ni l'autre. Là, sont les deux ensemble. Écoute, tu te demandes à perdre. Là. Pas parce que les joueurs sont pas bons, ils font ce genre d'erreur-là. Ça n'a aucun bon sens. Mets-en un des deux, là. Mais garde Sanderson pour Batherson, puis mets Chabot peut-être avec quelqu'un d'autre, mais c'était toute une mauvaise passe. C'est incroyable. Mais, tu sais, quand tu analyses... C'est pour rien qu'il a décidé de ne pas parler aux journalistes après le match. Là. Donc, il a refusé de s'adresser aux médias. Là. Donc, écoute, il savait. Là, puis, écoute, je vais te laisser aller, JP, après, mais c'était vraiment un mauvais jeu, là, évidemment. Là. Ah oui. Il sait. Combiné avec Chabot. Il avait vu Chabot un peu de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Exactement. Là, mais si cette passe-là traverse Chabot la patinoire, c'est peut-être un but de l'autre côté. Exactement. Donc, des fois, à 3 contre 3, est-ce qu'on est mieux aller conservateur pour la séance de tir de barrage ou on tente véritablement d'y aller le tout pour le tout puis d'aller chercher ce deuxième point? Contre la meilleure équipe en overtime, t'essayes d'aller en tir de barrage. Ouais, exactement. Mais écoute, il y a différentes stratégies, mais ça demeure que... Batherson, tu vas finir par te marquer plus de buts qu'il va t'en coûter. Donc, écoute, surtout présentement, depuis le début de la saison, il n'y a pas grand-chose à se reprocher à part ce jeu-là. Puis si ça arrive à ce moment-ci, ben écoute, pas tant mieux, mais regarde, ça arrive, ça va arriver à un moment de l'année. Ça aurait pu arriver en milieu de première période. Finalement, c'est arrivé, là, on dirait, au Centre Bell, un samedi soir, en période de prolongation. On dirait que tous les éléments étaient de son côté, mais ce même jeu-là aurait pu arriver en première période, puis on en jaserait pas mal moins. Retournons du côté négatif. Arthur Kaliev, on se pose des questions depuis le début. Pourquoi ils sont allés chercher? Puis là, ils jouent pas. Puis je commence à me demander, tu sais, ça a sorti sur un post Reddit à un moment donné qu'une de ses ex, il avait volé de l'argent. Puis là, ça ressort encore des nouvelles comme quoi il devait de l'argent à son équipe, à des joueurs l'année passée. Puis que tant qu'ils n'avaient pas repayé, il n'allait pas être échangé. Ou, tu sais, fait que c'est un peu le premier semi-scandale aux joueurs hot topic là, que Steve Staios puis la nouvelle organisation des sénateurs doit gérer. Je me demande à quel point ça explique pourquoi que là, on est plus patient puis on le laisse peut-être caché en bas. Là. On a quand même eu l'épreuve de gambling de Shane Pinto aussi, là, que ça a été pas nécessairement. Oui, mais c'était dans les débuts, tu sais, là, ils ont hérité de ça. Là, exact, c'était pas le même scénario. Ouais, exactement. Là, évidemment qu'on en a eu. Mais écoute, ça demeure un joueur qui a eu tellement de blessures aussi dans les dernières saisons. Il se doit de retrouver un peu son rythme, sa confiance, parce que, écoute, dans ces premières années, on les a vus aussi au championnat mondial junior. C'est un joueur qu'on voyait depuis plusieurs années qui était ultra prometteur. Ouais. Écoute, un gars avec ce gabarit-là, surtout avec son lancer, tout un lancer, sincèrement, là, ça vient avec les sénateurs d'Ottawa, puis écoute, si c'est pas le meilleur lancer de l'équipe, c'est pas loin. Là. Il fait partie quand même d'un lancer élite, mais écoute, son coup de patin en a pris pour son rhume aussi avec les opérations, les blessures. Donc, ça demeure un peu... c'est toujours son défi, mais pour moi, il peut justement, à long terme, peut-être faire sa place. Mais pour ce qui est des événements hors glace, écoute, on en sait très peu. Évidemment que personne n'en commence. C'est un peu l'omerta. On a vu qu'il y a des enquêtes qui ont été faites. Là, j'ai vu des articles passer un peu aujourd'hui là-dessus. J'ai pas eu la chance de les lire en profondeur. Mais écoute, c'est un peu nébuleux dans toute cette histoire-là. Est-ce que ça lui joue entre les deux oreilles? Est-ce qu'il y a différents trucs? Bref, je ne sais pas. Mais écoute, présentement, c'est un peu le néant, mais... Difficile de répondre à la situation. S'il est avec l'équipe en ce moment, les journalistes essaient de poser des questions. Il devient une distraction instantanée s'il est avec l'équipe présentement. Fait que je pense que les sénateurs vont tenir ça mort. Puis, tu sais, dans le temps, Pierre Dorion nous disait souvent, moi, quand je repêche des joueurs, quand je vais chercher des joueurs, je vais chercher des bonnes personnes, je vais chercher des... Tu sais, puis Steve Staios le connaît bien. Là, il a joué pour... c'est quoi? C'est pas London, mais Hamilton. Il a joué pour Hamilton dans je sais pas si c'est dans l'année qu'il avait gagné la coupe, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il est allé le rechercher. Il y a une connexion, puis il le connaît un peu, tu sais. Là, est-ce qu'il dit, OK. Michael Andlauer, oui, a déjà été propriétaire de cette équipe-là, il me semble aussi, là, c'est ça. Il était propriétaire des G ensemble. On pense qu'il croit en lui, mais que là, on règle tes affaires, puis on verra après. Je sais pas. Moi, je l'aime. Oui, non, mais on parle du joueur du hockey, puis on parle de la personne. Tu sais, c'est deux affaires, là. Parce que je pense pas que ça l'affecte bien dans sa situation. Ouais, non, mais moi, je pense que on parle, parce que moi, dans mon setup de scénario d'équipe au début de la saison, Arthur Kaliev faisait partie. Il était là. Puis je me dis,
on fait jouer McDermott 2 minutes. Pas pourquoi que Kaliev pourrait pas jouer 5-6 minutes en haut puis le mettre sur la deuxième vague de powerplay, mais c'est mon opinion. Puis je pense pas que ça affecte bien son jeu parce que présentement à Belleville, il y a un point par match. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec cette situation-là, je pense pas que ça ait joué dans la tête. Ben. Excellente transition, JP. Tu nous avais suggéré de faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe à Belleville. Toujours intéressant de savoir comment va le faible, mince bassin de prospects des sénateurs, mais quand même. De quoi ça a l'air? Ouais, ben sans m'attarder pendant 20 minutes là-dessus, je toujours le fun de faire un petit suivi à Belleville, comment ça se passe. Puis au niveau collectif, ben, ça ressemble un peu aux sénateurs. On joue pour 500, 4-1 après 9 matchs. Au niveau statistiques individuelles, ben, sans surprise, c'est Stéphane Herlidé qui est le premier marqueur de l'équipe avec 11 points en 9 matchs. Surprise, par exemple, au deuxième rang, on a Xavier Bourgault. Oui, non, il va très bien, Xavier. Oui. Exact. Oui. Donc, j'ai content pour lui, un ami de la brigade, s'il réussit à avoir un pace offensif dans la Ligue américaine. On aime toujours aussi voir l'évolution de Carter Yankichuk. Oui. À savoir si réellement c'est une bonne décision de le mettre dans la AHL. Ben, présentement, Carter, c'est 6 points en 9 matchs, mais le pire différentiel de l'équipe avec moins 5. Oui. Donc, il y a encore du travail à faire. Il doit jouer beaucoup, par exemple. Il doit avoir beaucoup de minutes. Il doit jouer. J'ai pas réussi à trouver la statistique du temps par match sur le site de la AHL. Et, messieurs, la plus grande surprise de les statistiques, Tyler Boucher. Je vous laisse la deviner. Tyler Boucher. Et pourquoi? Parce qu'il est à presque 1 point par match. Il joue. Il joue. Ouais, parce qu'il joue. C'est une bonne réponse. Il n'a pas manqué un match à date. 9 matchs dans l'alignement pour Tyler Boucher. 6 points. Quand même. Donc, voilà un peu le topo de la situation à Belleville. Là, Sogard était blessé. On sait-tu s'il est revenu? Parce que là, on a fait quasiment tout un épisode pour ne pas parler de goaler. Fait que j'hésite de parler de goaler. Là. Ça serait pas pire de faire tout un épisode sans en parler. Je trouve que Hunter Shepard, il a vraiment des cheveux phénoménaux. Il est beau, hein? Ah oui. C'est ce que j'ai à dire sur le goaler. Habituellement, on parle de je trouve ça très positif quand même avec les Sénateurs à Belleville parce que justement, on a Holiday qui continue sa progression, qui pourrait un jour finalement atterrir à Ottawa dans un rôle peut-être un peu de soutien, mais ça demeure un joueur qui est justement une belle trouvaille pour les Sénateurs. Xavier Bourgault, on l'a vu, a connu un excellent camp des recrues, a connu un excellent camp d'entraînement aussi, il a démontré de très belles choses. Donc pour moi, je suis pas surpris de le voir finalement trouver son rythme parce qu'il nous l'avait dit, puis je lui avais demandé la question, sens-tu que c'est la dernière chance? Là? Parce que véritablement, avec son dernier contrat à 2 volets, évidemment, on sait que c'est un peu sa dernière chance. Puis si cette année, justement, il réussit à bien se positionner, mais écoute, présentement, s'il devait avoir des blessures, il serait parmi peut-être les attaquants les premiers rappelés ou à tout de moins, il serait dans une bonne position. Donc, je suis bien heureux pour lui parce que ça demeure un joueur qui a seulement 22 ans encore. Là. C'est pas un joueur de 26-27 ans non plus. Il est encore jeune. S'il est capable de se positionner parmi les meilleurs des Sénateurs de Belleville, il pourrait justement avoir peut-être un autre contrat et encore une fois, être un joueur qui pourrait être rappelé, peut-être un joueur de soutien qui apporte une autre façon. Il a dit qu'il avait modifié sa façon de jouer aussi en étant un peu plus, avec un peu plus de papier sablé dans son jeu. Il n'a pas le choix de raffiner son jeu, de changer un peu de ses carrières juniors où est-ce qu'il faisait des centaines de points. Évidemment, il faisait la pluie le beau temps avec un certain Maverick Bourque. Sur l'avantage numérique, lui aussi, il joue du très gros hockey, exactement. Mais on a plusieurs positifs. Arthur Kaliev, Tyler Boucher. Tyler Boucher aussi, je suis pas nécessairement prêt à jeter du revers de la main. Écoute, lui aussi, c'est un joueur qui est capable de finalement retrouver ses airs. On le laisse mijoter, puis si à un moment donné, il pop-up comme un rappel, écoute, ça va être une victoire dans son cas. Là. Rien de grande qualité nécessairement, outre Carter Yakemchuk, mais sinon, écoute, on a quand même quelques joueurs de ce type. Puis c'est déjà bon de ne pas être obligé de payer des fois pour aller chercher ces genres de joueurs-là lorsqu'on est rendu à un plus. Puis ça demeure une profondeur de relativement de qualité s'ils sont capables de se développer encore jeunes, encore à des contrats souvent très raisonnables. Donc, positif jusqu'à maintenant du côté des Sénateurs de Belleville. Puis j'ai bien hâte de voir ce que Carter Yakemchuk est capable de faire à plus long terme, là, justement. Là, des fois, son différentiel n'est pas chic, mais c'est un défenseur de 19 ans avec un aspect offensif. C'est sûr que sa priorité ne sera pas nécessairement son plus et moins. Là. Puis c'est ça que je trouve ça plate, c'est que pourquoi on profite pas de l'occasion, vu que Brady Tkachuk est absent, il y a un trou dans l'alignement, d'essayer ces joueurs-là, donnez-leur des auditions à la place de donner des matchs réguliers à McDermott. C'est ça que je trouve ça plate. Tu sais, on a fait quelques matchs avec l'Excel. Ça a plus ou moins bien marché. Descends l'Excel, monte-en un autre, essaye-les, mets-les là. Il va jouer peut-être, je sais pas, 7-8 minutes par match, mais au moins, il va créer peut-être une dynamique,
quelque chose visuel, ça a de l'air que tu dis, OK, la prochaine fois, je vais le rappeler. Regarde, j'ai vu certaines choses intéressantes de lui. Je peux le mettre dans des situations plus propices pour son développement. Non, on s'entête à mettre 2 minutes par match McDermott. C'est ça que je comprends pas. Donnez la chance à ces gars-là. Merci, Travis Green, de m'écouter. Tu peux y en parler. C'est le désavantage numérique, tu peux pas y parler. Tu peux y parler de McDermott. Mais, écoute, j'ai passé justement sur l'émission de Martin Lemay il y a quelques semaines, puis il m'a posé la question, il me disait, écoute, donne pas une bonne raison pour aimer Travis Green, parce qu'il dit, moi, je suis pas capable d'en trouver. Donc, écoute, il y en a plusieurs qui partagent une certaine incompréhension du personnage de Travis Green. Il arrive quoi avec Maxence Guénette, un ami de la brigade qui est venu nous voir 2 fois, qui est parti de quoi match des étoiles, l'équipe toute étoile, la Ligue américaine, pas de contrat. Il y a quelque chose à quelque part où est-ce que lui, il veut soit un contrat à un volet, les autres veulent 2. Je sais pas, ça peut pas être le salaire, ça ressemble pas mal tout. Puis il n'y a pas personne d'autre qui veut l'avoir. Oui, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Il faudrait le réinviter. Je sais pas s'il est nouveau. Mais il est toujours agent libre avec restriction. OK. Toujours agent libre avec restriction. C'est le droit encore à partir de avec restriction. Exactement. C'est le seul pas signé dans la Ligue nationale de hockey présentement. C'est incroyable. Donc, il est le seul qui reste. Donc, oui, effectivement, parce que écoute, 2 saisons, 34 et 23 points dans les 2 dernières années. Il était assistant capitaine l'an dernier. Écoute, ça demeurait un joueur relativement important. Il a eu quelques rappels ici et là à Ottawa dans les dernières saisons. Donc, évidemment, très surprenant, mais on n'a toujours pas de nouvelles de son côté. Et comme j'ai dit, je peux pas m'avancer sur rien. J'ai aucune idée, sincèrement, de ce qui se passe. Puis c'est une discussion qu'on a des fois entre quelques journalistes de faire « Donc, qu'est-ce qui arrive? » On se demande, parce que justement, c'est le Québécois qu'on a vu. Il est chez eux, la GMQ. Il s'entraîne pas. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Écoute, il y a peut-être des explications externes, mais présentement, écoute, on n'a pas de nouvelles du côté des sénateurs de Maxence Guénette. Aussi bon qu'il était à Belleville, autant les sénateurs ne le rappelaient pas. Parce qu'à tout bout de champ, on disait c'est le prochain rappelé. C'est le prochain rappelé. Puis non, c'était jamais lui. Puis, tu sais, pour un gars que je trouve qui a été repêché en 6e ronde, qui est encore là aujourd'hui, qui tire son épingle du jeu, puis que tu lui donnes pas de chance, tu t'essayes pas au moins de l'exposer pour l'échanger, je sais pas, moi, pour aider le joueur. Ça démontre à quel point qu'ils ont perdu confiance en lui ou qu'il n'est plus dans les plans, mais pas du tout, puis qu'il accorde quasiment aucune importance. Non, je suis impressionné qu'il ne se passe rien comme ça. Petit moment, JP Fogg, je vais demander votre opinion, surtout que toi, tu l'as vu en personne. Stu, les casques noirs avec les chandails blancs, est-ce que ça t'a scandalisé ou t'as trouvé ça joli? Ça m'a pas scandalisé. Ça m'a pris un petit moment avant de m'ajuster, mais je t'avoue que c'est comme pas naturel. Non, hein? D'ailleurs, je sais pas si on connaît la raison pour laquelle ça a été utilisé. Puis je sais pas si Zach a la réponse. C'est une mode, là. De plus en plus d'équipes à l'extérieur portent des casques de couleur. Mais je pense que les Capitals de Washington le font aussi. Okay. Je pense qu'il y a une autre équipe aussi qui le font. Je peux pas te dire laquelle, là, mais... On tente des expériences fashion. Mais moi, je suis un peu... je suis mitigé là-dedans. Je me dis... Autant... Je suis bien content qu'ils essayent des affaires, puis qu'ils font des tests, puis essayons ci, essayons ça, puis on s'amuse, puis autant j'aime les équipes qui ont une image, puis qui respectent ça, puis qui bougent pas. T'sais. Les Canadiens, c'est tout le temps pareil. Les Red Wings, c'est tout le temps pareil. Il y a des... Est-ce que le fait d'être oui, tu sais, fait que mais tu sais, je veux dire, sur ma liste de priorités, des choses qui m'empêchent de dormir, là. C'est pas... Oui, je t'avoue que McDermott dans l'alignement me dérange beaucoup plus que les casques noirs au Centre Bell. Oui, tout à fait. Ça va être le titre de l'épisode, je pense. WTF McDermott. 4-1-1. 4-1-1 l'affiche des sénateurs avec McDermott. On va le mettre entre parenthèses, très petit. Exactement. Zach, je vais t'acheter un chalet de McDermott, c'est correct. Il me fait peur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, il est terrifié. C'est ça. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment de voir un plus grand échantillon, évidemment, là, de voir un peu dans les prochaines tranches de 10 matchs, là, de voir de quelle façon on va l'utiliser. Puis présentement, est-ce qu'on va avoir d'autres blessures à certains endroits? Peut-être que là, on va être forcé à
l'enlever de l'alignement pour mettre des joueurs un peu plus offensifs, tout dépendant de qui tombe au combat. Donc, j'ai hâte de voir un peu cette utilisation en ce moment. C'est plus ce à quoi je m'attendais comme vous. Mais écoute, on peut pas. Ça n'a pas nécessairement été un énorme facteur, mais lorsqu'il y a la formation, l'équipe rapporte des matchs. Donc, on dirait que c'est un peu difficile à dire. On l'enlève, puis on met quelqu'un d'autre. On met un Kaliev ou quelque chose comme ça. Peut-être que justement, on semble avoir une formule gagnante peut-être dans notre top 9. Ouais, donc, on va peut-être laisser un peu les choses aller de cette façon-là. Si jamais on tombe dans un gros passage à vide où est-ce qu'on n'est pas capable de créer d'offensive, peut-être que là, on va être forcé de justement tenter de mettre un peu plus de joueurs avec du talent offensif. Mais présentement, il semble avoir trouvé une certaine zone de confort, une certaine façon de faire. Puis présentement, écoute, on peut pas trop blâmer Travis Green de ça, voir avec ça. Là. S'il y a une chose qu'on sait de Travis Green, c'est que quand quelque chose marche, il touche pas. Puis quand ça marche pas, il touche à tout. ça, on le sait. Zachary, je pense que c'était ta 4e fois que tu viens nous voir officiellement. Tu vas être pas mal dans le top de ceux qui sont... Il va falloir commencer à tracker ça, là, qui mène s'il y a une course, puis essayer de déclarer un gagnant, puis on va faire des t-shirts, on va faire de quoi, là, je sais pas. Mais merci d'être venu nous voir encore. Qu'est-ce qui se passe là, pour toi? Là, le football, c'est fini. Le Rouge et Noir, ils ont mis fin à leur misère. Mais comment tu as trouvé ça d'être sur les lignes de côté, couvrir du football? Parce que là, t'es pas jacké en haut, là, en train de regarder une game de hockey. T'es là, t'es au même niveau que les joueurs. Oui, exactement. C'est impressionnant de voir quand même les matchs sur les lignes de côté. T'entends les casses, parce que c'est là que tu te rends compte à quel point. Oui, t'entends les casques puis tu te rends compte qu'il faut que tu sois attentif au match, hein, parce que un ballon, ça vient vite, mais c'est pas le ballon qui vient vite, c'est les gars qui courent de 300 livres qui s'en viennent. Écoute, j'avais souvent mes formations en avant de moi, puis j'étais comme, OK, lui, il mesure 6 pieds 9, 350 livres. Je fais comme, puis il court vite, là. Tu sais, il faut qu'il est relativement athlétique, là, quand même. Donc, c'est des gros bonhommes. Puis même ceux que tu sembles qui sont petits, écoute, ils sont pas si petits que ça, là. Ils sont petits par rapport aux autres, Oui, exactement. C'est sûr qu'à côté d'un gars de 6 pieds 9, n'importe qui a l'air petit. C'est un peu ça, mais ça reste une belle expérience, impressionnant, évidemment. Très décevant comme saison, parce qu'on avait tellement d'attentes. Au camp d'entraînement, on parlait d'une équipe potentiellement qui pouvait aspirer à la Coupe. Finalement, on a fini dernier dans le circuit avec seulement 4 victoires. L'autre blessure, pas possible. À certains moments, il y avait une vingtaine de joueurs sur la liste des blessés. Écoute, ça a été une saison de misère d'un bout à l'autre. J'ai vraiment hâte de voir de quelle façon on va se redresser un peu, parce que, écoute, on a 42 joueurs qui n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. Donc, plusieurs morceaux. On a 3 des 4 carrières qui n'ont pas de contrat. On a Darius Pickett qui était le leader à la défensive. On n'a plus aucun secondaire en sous-contrat. Donc, bref, on a plusieurs gros morceaux à remplacer ou à tout de moins re-signer. Donc, j'ai bien hâte de voir la saison hivernale, en fait, là, parce que je suis toujours habitué de dire la saison estivale, mais là, c'est la saison hivernale du Rouge et Noir. Donc, écoute, ça va être assez spécial, mais rater les séries 5 fois en 6 ans dans une ligue là, avec aussi peu de formations qui font les séries, là, c'est sûr que c'est pas nécessairement une énorme réputation là, qui va t'aider à attirer 1 million d'agents libres. Puis des coachs aussi, parce que là, ils ont mis dehors Bob Dice qui venait juste de renouveler son contrat au début de l'année. Puis dans la Ligue canadienne de football, le salaire du coach compte sur la masse salariale. Fait que ça commence à... Tu peux pas payer 3 coachs là, comme on fait des fois dans la Ligue nationale en même temps là, de hockey. Là. Non, ça va être. Va falloir qu'ils se replacent. Tu sais, quand ils sont revenus, ça a super bien été. Ils ont gagné la coupe et tout ça. Puis depuis ce temps-là, on dirait que ça fait juste s'effriter tout le temps. Puis le football, c'est venu puis c'est parti souvent là, à Ottawa. Là, ça s'est promené. Là, fait que... Puis y a-tu d'autres sports que... Dans le temps qu'il gagnait aussi. Oui. Dans le temps qu'il gagnait aussi, il y avait plusieurs francophones, la French Mafia, puis tout ça. Puis depuis les dernières années, écoute, je veux pas faire une corrélation, c'est un peu une corrélation un peu farfelue, là, évidemment, là, mais à chaque année, il y a de moins en moins de francophones, de moins en moins de Québécois, pas nécessairement juste des Québécois, mais des francophones dans la formation. Les années qu'il était les meilleurs, on avait un Antoine Pruneau qui menait un peu cette French Mafia-là. Et là, il en reste presque plus. Là. On a Anthony Gosselin et Marco Dubois qui sont un peu les derniers des Mohicans présentement. Puis ils achèvent leur carrière aussi. Là. On a aussi comme Bobash qui est un frère qui parle aussi français, mais quand même, ça demeure écoute, on va peut-être vouloir essayer de se rapprocher un peu de la communauté parce que cette année, l'assistance n'était pas très élevée aussi. Donc, c'est la différence. On a senti un manque d'intérêt peut-être dans la région de la capitale nationale avec autant d'équipes sportives, autant d'offres sportives. On n'en a jamais eu autant dans la région. Donc peut-être qu'on va vouloir se rapprocher un peu comme tentent de le faire les sénateurs d'Ottawa, un peu d'aller grappiller un peu ces partisans-là parce qu'on en a des partisans de sport à Gatineau.
Gatineau. Puis à Ottawa, puis pour les Red Blacks, vraiment, puis quand sont revenus en étant les Red Blacks, ils ont vraiment mis un accent sur l'aspect francophone sur la région de Gatineau. Ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts. Ils sont allés chercher Mike Sutherland comme annonceur maison qui est excellent. Puis ils ont vraiment... puis ça fait la différence entre arriver kiff-kiff ou arriver en dessous puis faire des profits, de réussir à aller chercher la gang de Gatineau, le côté francophone, puis des amener à Place TD. Mais écoute, nous autres, on prêche pour que les sénateurs fassent ça avant toutes les autres équipes, là, mais y a-tu d'autres sports qui commencent bientôt, que tu vas suivre les Black Bears? Stu, je pense que tu as ton billet d'acheter déjà pour la game des Black Bears bientôt. Ouais, écoute, j'ai pas eu la chance de suivre un peu là-dessus, là, mais ça commence bientôt. Non, écoute, je sais qu'ils ont signé Jeff Teat, qui est le meilleur joueur de cross sur la planète. Effectivement. J'ai eu la chance de faire quelques entrevues au début un peu de la franchise. Ouais. Évidemment qu'on va peut-être garder un œil attentif, mais on est dans un monde de choix présentement parce qu'écoute, il y a tellement d'offres sportives. On est simplement 2 journalistes sportifs à temps plein. Donc, présentement, là, au cours des 2 prochaines semaines, là, tout dépendant de quel épisode va sortir, on est vraiment en mode soccer à Ottawa. L'Atlético d'Ottawa joue en finale de la CPL. Puis on a le CF Rapide qui joue là, pour la première fois en séries éliminatoires. Donc, écoute, on est un peu présentement en mode soccer dans la région. Puis, on a la chance peut-être de enfin remporter un premier championnat depuis la Coupe Grey en 2016, je crois, 2016-2017, du Rouge et Noir. Là. Écoute, on n'a pas eu d'autres championnats majeurs à Ottawa depuis pratiquement 10 ans. Donc, ces 2 formations-là vont avoir la chance de potentiellement ramener un fameux gros trophée dans la capitale nationale. Ce serait bien plaisant un peu pour tout le monde, pour tous les partisans de sport. Puis peut-être que ça va peut-être permettre un peu de recréer un certain engouement parce que lorsqu'une équipe fonctionne bien, des fois, ça attire des yeux sur une équipe sportive et les gens vont débloquer du budget peut-être pour aller voir un peu plus de matchs de sport parce que 8 équipes professionnelles, des équipes de hockey junior, des équipes universitaires. Bref, écoute, c'est incroyable. De stock. On a les GGs de l'Université d'Ottawa l'an dernier qui sont actuellement champions en titre canadiens. Bref, on a tellement d'offres sportives que si jamais vous avez quelques dollars pour aller voir du sport, c'est pas ça qui manque. Puis vous avez une panoplie de choix. Puis des fois, j'invite les gens à aller voir un peu de tout, suivre un peu de tout parce que des fois, on découvre des belles choses, des belles expériences. Écoute, c'est toujours le fun d'aller voir du sport en personne. Il y a rien. C'est bien beau le regarder à la télé sur le web. Vous le faites des fois, justement, mais quand vous allez au match, là, c'est une expérience qui est un peu différente. Zachary, merci beaucoup de t'être joint à nous encore cette semaine. Les boys, une petite semaine tranquille. Jeudi, ça recommence. C'est-tu contre Boston encore jeudi? Je pense que c'est ça, hein? C'est ça. Oui, pour une deuxième fois. Puis c'est ça que j'ai regardé Laurent tantôt. On va les avoir joués 4 fois. Rendu au mois de décembre. Ils vont déjà avoir joué Boston les 4 fois. Donc, excellent. Ben, écoute, passez une bonne semaine. Puis Zachary, on se reparle pour une 5e fois. Éventuellement, tu es toujours le bienvenu avec nous autres. Toujours un plaisir, messieurs, de jaser de sport et de hockey des sénateurs avec vous autres. Vous êtes une belle petite gang. Excellent. Merci.